19 secondes. La vidéo, elle dure exactement 19 secondes. Ouais, c'est très court. Très court et surtout, la qualité est atroce. On y voit un jeune homme avec une image super granuleuse qui se tient debout devant un enclos d'éléphant. Le vent s'engouffre dans le micro, le son sature complètement, il y a pas le moindre scénario. C'est vraiment le degré zéro de la production. Exactement, c'est l'an zéro. On est en 2005 au zoo de San Diego. Et là, on fait avance rapide jusqu'à ce mois d'avril 2026. L'entreprise qui a hébergé cette petite vidéo pixelisée, elle pèse aujourd'hui 550 milliards de dollars. C'est un chiffre qui donne le vertige clairement. Ah, mais c'est fou, hein. Elle génère carrément des créateurs qui ont la vingtaine et dont la puissance financière, mais aussi culturelle, fait totalement de l'ombre aux plus grands studios d'Hollywood. Les studios classiques sont complètement dépassés, ouais. C'est ça. Et donc, notre plongée d'aujourd'hui, elle s'appuie sur une enquête massive, une exclusivité qui vient tout juste d'être publiée par le média Block News. Et toute la solidité de cette enquête, il faut le préciser, elle repose sur des données brutes qu'ils ont décortiquées. Les données de l'Institut Nielsen. Ah oui, Nielsen, c'est vraiment la référence, non? C'est le juge de paix, tout à fait. Depuis les années 50, Nielsen, c'est l'arbitre absolu des audiences de la télévision américaine. Leur rapport, c'est pas juste des petites statistiques sympas. C'est ce qui fait tourner l'argent. Exactement. Ce sont littéralement les tables de la loi qui décident de la répartition de milliards de dollars d'investissements publicitaires. Donc quand ils publient des chiffres, tout le marché écoute. Et ce que révèle l'enquête de Block News à travers ces chiffres, c'est pas juste une petite évolution de nos habitudes. C'est le compte-rendu hyper détaillé de comment une petite start-up née le jour de la Saint-Valentin dans un garage en Californie est devenue la première chaîne de télévision de l'histoire humaine. Rien que ça. Rien que ça. Bon, on va décortiquer tout ça. La mission de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au-delà du simple vertige des chiffres. L'idée, c'est de déconstruire l'anatomie de cette prise de pouvoir. Comment ils ont fait pour s'infiltrer dans nos salons? C'est la question centrale, ouais. Comment ils ont vaincu Hollywood sur son propre terrain? Et surtout, quelles sont les failles qui menacent cet empire en cette année 2026? Parce que pour comprendre cette victoire, il faut d'abord analyser le champ de bataille physique. C'est vrai que la guerre, c'est pas gagné que dans le code. Voilà, l'enquête est super claire là-dessus. Ça a été remporté grâce au matériel, au hardware. L'article dit un truc très juste. Plutôt que de construire une nouvelle maison, ils se sont contentés d'acheter la porte d'entrée. L'analogie immobilière est parfaite. La plateforme, elle n'a absolument pas cherché à faire disparaître le poste de télévision de nos salons. Elle en a juste pris le contrôle de l'intérieur. Genre un cheval de Troie. Exactement. Un fantôme dans la machine, via les Smart TV, les clés HDMI comme Chromecast ou les petits boîtiers connectés. Historiquement, on consommait cette plateforme sur un ordi ou un smartphone. Ouais, on était tout seul sur son petit écran. Voilà, dans une posture que les experts appellent lean forward. C'est-à-dire qu'on est penché en avant, on est actif, on clique, on scrolle. On cherche le contenu, quoi. C'est ça. Mais en intégrant directement l'interface des téléviseurs de salon, ils ont opéré une bascule vers le lean back. Là, le spectateur s'enfonce dans son canapé, il est passif, prêt à se gaver de très longues sessions de visionnage. Et les chiffres de Nielsen pour juillet 2025 montrent exactement ce point de bascule. Ils ont capturé 13,4% de tout le temps télévisuel américain. Ce qui est énorme. 13,4%, ça peut paraître abstrait dit comme ça, mais quand on regarde l'histoire des mesures Nielsen, l'écart avec les autres est juste sidérant. Le numéro 2 de la télé, c'est le colossal groupe Disney. Avec toutes ces chaînes historiques. Avec toutes ces chaînes, oui, lent. Et il est relégué 4 points entiers derrière. 4 points. On parle de plus d'1 milliard d'heures de contenu regardé chaque jour sur des télés connectées. Et ce qui frappe dans le rapport de Blocky News, c'est l'aspect continu du truc. C'est pas un accident. Ah non, c'est pas du tout une anomalie statistique. Ce qui est fascinant ici, c'est de comparer. Par exemple, lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024, NBC Universal avait réussi à effleurer ce chiffre de 13,4%. Mais c'était pour les JO. Hein. Exactement. C'était complètement dopé par un événement mondial unique, qui dure 2 semaines. Là, l'enquête de Block News souligne une domination structurelle, mois après mois. Sans Coupe du Monde, sans rien. Sans aucun événement exceptionnel. Juste par la force de frappe du contenu quotidien. Et les répercussions économiques, elles sont massives. On parle de 60 milliards de dollars de revenus totaux pour l'année 2025. 60 milliards. Mais c'est plus que le PIB de certains pays. C'est colossal. Ça écrase complètement les revenus combinés de mastodontes historiques comme Warner Bros ou Paramount. Attends, il faut vraiment que j'intervienne là-dessus. Parce que si on parle d'un monopole pareil sur l'écran principal de la maison, la question immédiate, c'est qui tient la télécommande? Très bonne question. Bah oui,
On a tous cette image persistante de cette plateforme comme étant, je sais pas, le royaume de la surstimulation, du gaming frénétique, des ados qui crient ou qui font des défis improbables. Mais les chiffres pulvérisent ce cliché. Totalement. C'est même le point clé de l'article. Le salon n'a pas été conquis par les ados. Eh non. Les données démographiques, c'est le pivot de cette révolution. En 2025, les plus de 50 ans représentaient 36% du temps total passé à regarder cette plateforme sur une télé. 36%, donc plus d'un tiers. Oui, et c'est un pourcentage supérieur à celui des 18-34 ans et des 25-49 réunis. Waouh. Et c'est pas fini, si on isole juste la tranche des 65 ans et plus, leur consommation a fait un bond de 96% en l'espace de 2 ans à peine. C'est là que je bloque un peu sur la psychologie du truc, en fait. Enfin, historiquement, les tranches d'âge plus élevées, on dit souvent qu'elles sont un peu réfractaires aux changements technologiques. C'est le cliché habituel, ouais. Elles sont pas forcément chaudes pour apprendre une nouvelle interface compliquée. Comment une boîte de la Silicon Valley a pu contourner cette barrière pour des générations qui, depuis 40 ans, ont juste l'habitude d'allumer un poste et de subir la grille des programmes? La réponse, elle est dans l'imitation, dans la mimésis de l'ancien monde. C'est-à-dire? De la télécommande classique et d'une fluidité totale. Ça ressemble presque à un vieux guide des programmes du câble. Ah, donc ils ont reproduit l'expérience télé. Exactement. Et le coup de génie, c'est que l'algorithme a littéralement remplacé le directeur des programmes. Le spectateur n'a plus du tout besoin de chercher activement. Ils se laissent porter. Voilà. Si la personne regarde une vidéo sur l'histoire de Rome, paf, l'algorithme lance automatiquement un documentaire de 40 minutes sur l'Égypte antique juste après. Sans avoir à toucher la télécommande. Jamais. Le spectateur retrouve ce confort passif de la télévision linéaire. Mais la différence, c'est que la grille de programme est générée sur mesure pour ses intérêts ultra précis, que ce soit du jardinage, de la géopolitique ou la restauration de vieilles voitures. Et cette volonté de remplacer la télé explique un autre chiffre dingue de l'article. La plateforme est devenue le leader absolu des podcasts vidéo. Ah oui, c'est un raz de marée. Ils ont complètement pulvérisé Apple et Spotify. On parle de plus d'1 milliard de spectateurs mensuels pour les podcasts vidéo. Enfin, le format de 2 personnes qui discutent posément pendant 3 heures. C'est le nouveau talk show. C'est ça, c'est l'héritier direct des longs talk-shows de fin de soirée qui ont bercé ces générations. Ils n'ont pas du tout changé leurs habitudes de consommer des formats longs. Ils ont juste changé d'infrastructure de diffusion. Et l'impact de ce transfert d'audience est tectonique. Parce que quand cette audience adulte, celle qui a le véritable pouvoir d'achat, s'installe sur la plateforme, le modèle économique passe à une échelle macroéconomique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on relie ça à la vision d'ensemble de l'enquête, on arrive au cœur de la guerre à pis. L'économie de la création et la capitulation pure et simple de l'industrie hollywoodienne. Hollywood qui pose un genou à terre. Littéralement, la force de frappe de l'entreprise repose sur un partage de revenus inédit. Sur les 4 dernières années, 100 milliards de dollars ont été reversés aux créateurs. 100 milliards! Grâce à une règle très simple et très stricte, 55% des revenus publicitaires vont directement dans la poche du producteur de la vidéo. Et ce pacte-là, il a créé des empires individuels absolus. L'exemple parfait cité par Block News, l'incarnation de ce système en 2026, c'est MrBeast. C'est le cas d'école parfait. Un mec de 26 ans qui a 463 millions d'abonnés. L'article mentionne qu'une seule de ses vidéos, juste une, génère entre 3 et 15 millions de dollars. C'est des budgets de films indépendants ? Exactement. Mais au-delà de sa fortune personnelle, ce qui est fascinant d'un point de vue analytique, c'est l'asymétrie totale de son coût d'acquisition client. C'est-à-dire ? Il possède une marque de snacks, Feastables, qui est valorisée à 1 demi-milliard de dollars, et le mec ne dépense absolument rien en marketing traditionnel. Zéro affichage, zéro pub télé. C'est le cauchemar absolu de l'industrie classique. Prenez un studio de cinéma hollywoodien aujourd'hui. Il lance un film à 100 millions de dollars. Ok. Il va devoir claquer au minimum 50 millions de plus juste en campagne d'affichage, en spots télé, en tournée promo. Tout ça juste pour espérer que les gens aillent en salle. Alors que de l'autre côté, De l'autre côté, MrBeast lance un produit de consommation, publie une vidéo qui ne lui coûte que son budget de production interne, et il obtient instantanément l'attention totale de plus de 100 millions de personnes. sans payer un centime au réseau publicitaire extérieur. Exactement. Cette efficacité organique, avec un coût d'acquisition client qui frôle le zéro absolu, ça détruit mathématiquement toutes les marges de l'ancien système. Hollywood peut tout simplement pas s'aligner face à ça. D'où la vague de reddition qu'on voit dans l'article. Pendant des années, l'industrie du divertissement a traité ses créateurs avec un mépris total, genre « Oh, c'est des amateurs dans leur chambre !»
il les prenait vraiment de haut. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, Amazon lâche 100 millions de dollars pour diffuser son émission Beast Games. Netflix signe des chèques exclusifs massifs pour récupérer des figures éducatives comme Miss Rachel ou le vulgarisateur scientifique Mark Robert. Tout le monde veut sa part. Mais oui, même la NFL pour le foot américain ou l'Académie des Oscars, ils finissent par négocier leurs droits de diffusion directement avec cette infrastructure. Et la plateforme elle-même a fini par avouer ce changement de statut. Ses dirigeants disent ouvertement aujourd'hui qu'ils ne voient plus ces super créateurs comme de simples utilisateurs du site. Ah non! Ils les considèrent comme la nouvelle génération des studios hollywoodiens. Et les retombées économiques le prouvent. Aux États-Unis, en 2025, cet écosystème a ajouté 55 milliards de dollars au PIB. C'est une vraie industrie lourde. Et ça soutient près d'un demi-million d'emplois à temps plein. Ce n'est plus un simple site web d'hébergement vidéo. C'est une composante vitale de toute l'infrastructure économique américaine. Bon, vu comme ça, l'ascension a l'air parfaite, imbattable. Mais, et c'est là que l'enquête offre un contrepoint vraiment essentiel, cette domination écrasante, c'est une photo prise depuis les États-Unis. C'est le prisme américain, ouais. Dès qu'on regarde à l'échelle mondiale, l'armure commence à se fissurer méchamment, surtout quand on traverse l'Atlantique. C'est ce que l'article appelle l'exception européenne, et cette fameuse guerre de 2026. Ah, le marché européen? C'est complexe. Parce que si la machine imprime de l'argent aux États-Unis, la mécanique s'enraye en Europe. Pourtant, l'usage est massif. En France, c'est le 2e site le plus visité du pays, derrière Google. Mais les créateurs européens déchantent complètement quand ils regardent leurs revenus. L'inégalité est vraiment frappante. L'indicateur clé qu'il faut regarder ici, c'est le CPM, le coût pour 1000 vues. C'est ce que payent les marques, c'est ça, hein? Exactement, c'est ce que les annonceurs paient pour diffuser leurs pubs. Eh bien, en Europe, ces CPM rapportent entre 2 et 5 fois moins qu'aux États-Unis. 2 à 5 fois moins. Ouais. En Europe, on est sur une moyenne de 5 à 8 euros pour 1000 vues, alors que le marché américain affiche fièrement 10 à 12 dollars, parfois beaucoup plus. Mais du coup, un créateur français qui fait exactement la même audience qu'un Américain gagne mathématiquement beaucoup moins. Absolument. Beaucoup moins. Mais comment on explique ça mécaniquement? Je veux dire, l'attention d'un spectateur européen ne vaut pas 2 fois moins cher en soi. Qu'est-ce qui coince dans le moteur? Le problème de fond, c'est la fragmentation du marché. Tu vois, le marché américain, c'est un monolithe hyper puissant. Une seule langue, un seul pays. Voilà, une multinationale achète une campagne en anglais, avec un seul cadre juridique, et elle touche instantanément plus de 330 millions de consommateurs qui ont tous à peu près la même culture d'achat. C'est super efficace pour un annonceur. Très efficace. Du coup, la compétition entre les marques sur ce grand marché unique fait flamber les enchères. Et donc le CPM monte. Ah, je vois. Alors qu'en Europe, En Europe, c'est un casse-tête. Faut composer avec plus de 27 pays, autant de langues, des régulations locales dans tous les sens et des cultures de consommation hyper hétérogènes. l'annonceur voit diviser son budget. Il doit le diviser, l'adapter, le traduire. Cette dilution réduit complètement l'intensité des enchères sur l'algorithme publicitaire. Et ça tire inexorablement les revenus des créateurs vers le bas. C'est terrible pour eux. Et en plus, cette fragmentation, elle est maintenant aggravée par un arsenal réglementaire hyper lourd. L'article parle beaucoup du DSA. Le Digital Services Act de l'Union européenne, oui. Voilà. Et les sanctions, on rigole pas. On part d'une menace d'amende qui peut monter jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Ce qui est gigantesque. Si on calcule sur les 60 milliards générés en 2025, ça fait une sanction potentielle de 3,6 milliards de dollars. Mais concrètement, comment une loi européenne peut impacter le fonctionnement d'une plateforme vidéo? C'est pas juste une question de recruter plus de modérateurs pour virer les vidéos illégales. Non, ça va bien plus loin qu'un simple nettoyage des commentaires. Le DSA, il s'attaque vraiment au cœur du réacteur, la fameuse boîte noire de l'algorithme de recommandation. Ah, l'algorithme qui choisit la prochaine vidéo. Exactement. Le modèle économique entier de cette plateforme, c'est de maximiser ton temps de visionnage. Et pendant très longtemps, cet algorithme, il a favorisé des contenus un peu extrêmes, clivants ou sensationnalistes. Parce que c'est ce qui fait cliquer. Bah oui, ça retient l'attention de manière redoutable. Mais avec le DSA, l'Europe exige que la plateforme ouvre son capot. Elle doit prouver que son algorithme ne favorise pas la désinformation et ne crée pas de risques graves pour la société. Et s'ils peuvent pas le prouver? Si l'Union estime que l'architecture même de la recommandation est toxique, bam, l'amende tombe. Donc, la plateforme est obligée de brider ses propres outils d'optimisation en Europe. Ce qui, forcément, ralentit l'engagement et les vues. C'est un exercice d'équilibriste de dingue, en fait. Il doit freiner l'algorithme en Europe pour pas se prendre les foudres de Bruxelles, tout en faisant face à des concurrents qui attaquent de partout en cette année 2026. Et les menaces sont existentielles. L'enquête en détaille plusieurs,
Déjà, il y a le fameux géant asiatique de la vidéo courte verticale. Le roi des téléphones, lui, il déploie maintenant ses applications directement sur les Smart TV pour essayer de voler l'écran du salon. La bataille du lean back. C'est ça. Ensuite, il y a Netflix qui profite du fait que les créateurs européens gagnent moins d'argent pour venir les débaucher avec des gros chèques d'exclusivité. C'est une vraie fuite des cerveaux. Netflix a bien compris la faille, oui. Mais ça, c'est rien à côté de la menace suprême, la plus insidieuse documentée par Block News. L'intelligence artificielle générative. Ça, c'est le gros sujet de 2026. Au début, la plateforme s'est dit « Super, on va intégrer des outils d'IA pour aider nos créateurs à faire du montage ou de la traduction automatique. » Mais la conséquence directe, c'est qu'ils se prennent un raz-de-marée de contenu de basse qualité. Des vidéos entièrement synthétiques. Générés à la chaîne, sans aucun humain derrière et qui polluent complètement les recommandations. Et l'article explique que c'est une menace existentielle parce que ça attaque le moteur même de la plateforme, la relation parasociale. Faut peut-être préciser ce concept de relation parasociale pour ceux qui nous écoutent. C'est la clé de tout le modèle. Vas-y, je te laisse expliquer. En gros, le spectateur ne revient pas tous les jours juste parce que le format de la vidéo est sympa. Il revient parce qu'il a l'impression intime de connaître le créateur. C'est son pote virtuel, quoi. Voilà. Il y a un vrai attachement émotionnel à l'humain qui est derrière l'écran. On respecte son travail acharné. On sait qu'il a passé des centaines d'heures au montage, qu'il a galéré pour faire sa vidéo. C'est une question d'authenticité. C'est ce lien invisible qui fait qu'un public va suivre quelqu'un pendant 10 ans. Sauf que si l'IA permet de générer des milliers de vidéos visuellement parfaites en 3 secondes, et pour un coût qui frôle le zéro, La valeur de l'effort humain s'effondre. totalement, le public perd cette connexion authentique. Et si cette confiance se brise, l'engagement va chuter, l'audience va se lasser et les annonceurs partiront. Maintenir l'âme humaine de la plateforme face à l'automatisation, c'est le défi de la décennie. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Si on prend un peu de recul sur toute cette analyse de Block News, la leçon à retenir, c'est pas le vieux cliché qu'on entend tout le temps. La télévision est morte au profit d'Internet. Non, ça c'est une mauvaise lecture. La vérité est bien plus nuancée et fascinante. Cette plateforme, qui est née d'une vidéo pixelisée d'un mec devant des éléphants, elle est devenue la télévision. Ouais, elle a tout vampirisé. Elle a assimilé les codes, le format long, l'écran physique du salon, l'audience vieillissante et même la force de frappe économique d'Hollywood. Aujourd'hui, que vous vouliez comprendre une crise géopolitique, écouter un débat de 3 heures ou juste réparer le siphon de votre évier, c'est cette infrastructure qui dicte la consommation culturelle mondiale. Et ça amène une réflexion assez vertigineuse pour conclure, surtout si on croise ça avec l'avènement de l'IA générative dont on parlait à l'instant. Comment ça, l'IA? Le modèle économique de ces 20 dernières années, il a permis à des humains singuliers, avec juste leur passion et une caméra, de devenir des entités valorisées à des centaines de millions de dollars, Comme MrBeast? comme lui. Mais aujourd'hui, l'IA permet de produire du divertissement hyper optimisé. Un truc calibré à la milliseconde pour piéger la dopamine et l'attention. Et ça, sans avoir besoin d'une équipe de tournage, sans avoir besoin du charisme d'un humain, ou même d'un budget. C'est terrifiant dit comme ça. Ça pose une vraie question pour les 10 prochaines années. Le créateur le plus populaire, le plus regardé et le plus rentable de la prochaine décennie, est-ce qu'il sera seulement fait de chair et d'os? Oh, waouh! Ou est-ce qu'on va tous finir par s'attacher passionnément à des visages virtuels entièrement animés par des lignes de code optimisées pour nous scotcher devant l'écran de notre salon? La frontière entre le réel et le synthétique n'a jamais été aussi fine, c'est clair. L'économie de l'attention semble vraiment sur le point de basculer dans une nouvelle ère. Enfin, le chemin parcouru depuis ces 19 secondes granuleuses de 2005 dépasse complètement la fiction. C'est un changement de civilisation, presque. Complètement. Alors ce soir, quand l'écran s'allumera dans le salon, ça vaut le coup de se demander qui a réellement programmé la soirée et quelle est la vraie nature de celui qui apparaît à l'image. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette analyse en profondeur des données qui redéfinissent notre monde médiatique. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'information.